Sì, buonasera, benvenuti. Siamo molto lieti stasera di accogliere dei nuovi amici con chi non abbiamo ancora mai ideato iniziative. Sono molto contento che questa occasione sia una delle primi momenti di incontro con Wunderkammer, di cui Lucia Biolchini vi sta per presentare questa serata, che ha avuto l'idea meravigliosa di quindi dedicare a Claude Cahun, di quello che ho capito, una stagione di programmazione dell'associazione e quindi la pubblicazione di questo libro, la prima pubblicazione in italiano del libro di Claude Cahun. Quindi sto per passare la parola a Lucia vorrei anche ringraziare e accogliere Silvia Mazzucchelli e François Le Perlier, che stanno per parlarvi di quest'artista incredibile. L'incontro con Cahun per me è stato, ne stavo parlando con François, uno shock che posso datare in modo molto preciso al Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris nel 1995, la scoperta di un artista di cui non avevo mai sentito parlare, non ero andato alla mostra di Nantes un anno prima, quindi una scoperta incredibile, e vediamo che l'impatto di quest'artista sugli artisti contemporanei che l'hanno scoperto negli anni 90 è stato immenso. Nella mostra Dancing with Myself, che è anche l'occasione di questa collaborazione, Claude Cahun è qui come una sorta di punto di prospettiva o anche di punto di inizio di questo viaggio tra l'uso che gli artisti fanno della loro propria immagine. È sempre molto curioso e interessante parlare con gli artisti che hanno partecipato alla mostra, il momento in cui hanno saputo, hanno conosciuto, hanno scoperto l'opera di Cahun. Ho avuto l'occasione di parlarne con Urs Luti o con degli artisti più giovani come Lili Reynaud Dewar, e la mia grande curiosità è di poter tra qualche settimana chiedere a Cindy Sherman quando lei e come lei ha conosciuto l'opera di Claude Cahun. Quindi adesso passo la parola a Lucia e vi auguro una buona serata. Lucia e Silvia parlano in italiano e François invece in francese. Avete le cuffiette per la traduzione simultanea, e grazie a tutti di essere qui. Beh, grazie mille per essere qui stasera e grazie a Palazzo Grassi, per tutto il team di Palazzo Grassi, per aver reso possibile questa serata. È un'occasione particolare perché è molto raro, è veramente poco frequente parlare di Claude Cahun in Italia, e tengo a sottolineare questa cosa, cioè mentre all'estero la figura di Claude Cahun è ormai riconosciuta in modo univoco come un caposaldo, una pietra miliare del movimento surrealista e, come diceva prima Martin Bettenot, una figura che ha reso tangibile il legame tra le avanguardie storiche e l'estetica contemporanea, direi anche la sensibilità contemporanea. In Italia non è mai stato fatto più di tanto, e l'occasione di questa mostra, della presenza dell'autoritratto alla mostra Dancing with Myself, riporta Claude Cahun al ruolo che ha. Devo dire che Wunderkammer con questa pubblicazione spera di riportare interesse sull'artista in Italia. Lo facciamo oggi con Silvia Mazzucchelli, appunto, che è autrice della prefazione del nostro volume, nonché autrice, una delle poche, rare ancora, autrici di scritti su Claude Cahun in Italia, e con il professor François Le Perlier, che credo che sia la prima volta che venga in Italia per parlare di Cahun, credo. Quindi è un evento, cioè dopo 30 anni che si occupa di questa cosa, è la prima volta che è qua in Italia, e a lui va assolutamente il merito di avere sottratto dal silenzio, dal nulla, dalla dimenticanza più totale quest'artista.
Quindi io lascio la parola a loro, sono veramente emozionata per questo evento, perché è la prima volta in Italia che succede questo, e vi ringrazio e lascio la parola a loro. Buonasera a tutti, grazie per essere presenti e ringrazio Lucia, il professor Leperlier e Martin Bettenou che ci ha ospitato in questo meraviglioso spazio. Allora, inizieremo con alcune immagini per introdurre direttamente la storia della famiglia di Claude Cahun, per darvi modo di comprendere l'importanza della dimensione autobiografica nella sua opera. E poi lentamente giungeremo a parlare di Le Paris sont ouverts. Allora, questa fotografia è una delle prime testimonianze fotografiche che riguardano l'autrice, risale intorno al 1915 e noi possiamo vedere due elementi importanti che sono un testo di Armand Ayot che si intitola L'image de la femme e accanto una macchina fotografica. Una sorta di immagine archetipo in cui Claude Cahun inizia a delineare la sua storia di artista. Lei scriverà e fotograferà. Qui ci sono il libro e la macchina fotografica. E lei nasce nel 1894, qui è poco più che diciottenne. È una scrittrice, è una fotografa, è un'attrice, si può dire una performer se vogliamo, e la sua storia familiare è molto particolare. Lei nasce in una famiglia di intellettuali altoborghesi di origine ebraica, è nipote di Marcel Schwab, il famoso scrittore di Le Cœur Double, delle vite immaginarie, e il padre è proprietario del giornale più importante della regione, che si chiama Le Phare de la Loire a Nantes, dove lei nasce. Questa è un'altra immagine che vi permette di comprendere veramente la sua idea di metamorfosi. Qui la vedete in forma di medusa sostanzialmente e in più una sorta di decapitazione simbolica che lei pratica su se stessa. Ci sono anche delle fotografie in cui si vede proprio il ritaglio, quindi questa è un'inquadratura che lei ha voluto e cercato. Quindi l'abbiamo vista in una forma, diciamo, in cui lei usa appunto il libro e la macchina fotografica per introdurre la sua, una sorta di abbandono simbolico attraverso questa decapitazione e questa raffigurazione in forma di medusa, e questa che è una fotografia di intorno al 1928 circa, più o meno, e questa è una fotografia assolutamente simbolica e particolare perché è una sorta di duplicazione della foto del padre. Abbiamo a disposizione una foto del padre che è nella stessa posa, che è quasi uguale alla figlia, e lei attraverso questa foto si diverte per certi aspetti ironicamente a rappresentare la figura paterna con cui era costantemente in conflitto, perché il padre non riconosceva il fatto che lei volesse diventare una scrittrice e un'artista indipendente, pur essendo cresciuta in una famiglia di intellettuali che le avevano comunque fornito un certo, diciamo, milieu, per cui lei era cresciuta all'interno di questo ambiente, pur a un certo punto volendolo abbandonare. Quindi questa foto rappresenta un legame e nello stesso tempo una sorta di rottura con la sua famiglia. Quindi io, attraverso queste tre fotografie, che vi danno la dimensione dell'ambiente familiare e di quello che lei era prima di diventare ciò che poi vedremo, volevo chiedere questo al professor Leperlier. Allora, Claude Cahun è lo pseudonimo, perché questo è uno pseudonimo, poi ci arriveremo, di Lucy Renée Mathilde Schwab, che nasce, come vi dicevo, in una famiglia di intellettuali e di ebrei altoborghesi, scrittrice, fotografa, attrice. Qual è il ruolo della famiglia nella storia di Claude Cahun, alla luce del fatto che la scrittura e la fotografia sono completamente autobiografiche? Oui. Et en fait, elle s'appelle Lucie Schwab.
Elle est née Lucie Schwab, mais elle a adopté le pseudonyme Claude Cahun en hommage à sa famille du côté de sa grand-mère qui s'appelait Mathilde Cahun. Les deux familles Schwab et Cahun sont des familles de la grande bourgeoisie intellectuelle. Comme tu as dit, Maurice Schwab dirigeait un journal très important qui s'appelait Le Phare de la Loire. Il s'occupait aussi d'une maison d'édition qui était l'édition du commerce. Enfin, c'était important. Il était très lié avec le milieu intellectuel parisien, notamment tout le milieu du Mercure de France, plus tard la Nouvelle Revue Française. Il ne faut pas oublier, je fais un petit raccourci là, pour donner quelques indications sur la genèse en fait, de l'activité intellectuelle de Claude Cahun. Maurice Schwab était le frère de Marcel Schwab. Marcel Schwab, qui était un écrivain dont la notoriété était déjà largement établie, c'était un des auteurs, disons, les plus importants du mouvement symboliste. Donc, à travers Marcel Schwab, c'était André Gide, Paul Valéry, Colette. Donc, il y avait tout ce milieu-là qui était en quelque sorte en arrière-plan. Et donc, Claude Cahun va profiter de manière implicite ou non, mais enfin, c'est quand même un milieu important qui va étayer son développement. Et puis, de l'autre côté, les Cahun, Léon Cahun, donc le grand-oncle, qui était conservateur à la bibliothèque Mazarine, un romancier, un explorateur, un aventurier, quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur l'Asie. Voilà, c'était aussi. Donc, ça veut dire que c'était un milieu très très riche. C'est vrai qu'intellectuellement, elle est née dans l'écriture, hein, et d'ailleurs, elle a commencé à écrire très tôt, hein, puisqu'on a les premiers textes, c'est 1907-1908, donc vous voyez, elle a 11 ans, 11-12 ans, ses premiers textes. La photographie viendra plus tard, en effet autour de 1912-1913. Ce qui veut dire c'est qu'elle est précoce, très précoce. Ce milieu dans lequel elle vivait est un milieu de grande stimulation. Alors, l'importance encore du milieu familial, je dirais même d'un point de vue je dirais de soutien technique. On s'est toujours demandé pourquoi elle s'est engagée dans la photographie. Évidemment, il y a des éléments qui relèvent d'une démarche psychologique profonde, mais il y avait aussi des éléments techniques à sa disposition. C'est-à-dire qu'elle fréquentait les locaux du grand journal de son père, qui était le Phare de la Loire, et donc elle fréquentait les journalistes, et elle pouvait disposer des outils d'utiliser les journalistes, et notamment les appareils photo. Et le premier appareil photo, il vient donc directement des bureaux du Phare de la Loire. La photo que tu as présentée tout à l'heure, qui est une photo tout à fait étonnante, parce que comme la plupart des photographies de Claude Cahun, elles sont d'une densité sémantique vraiment étonnante. Toutes ces photos sont élaborées. Il faut voir que ces photos sont des mises en scène. Il n'y a aucun instantané chez Claude Cahun. Quelques-uns, disons. Bon, je dis aucun, c'est un peu trop. Mais enfin, il y a très peu d'instantanés. Les photos sont essentiellement des mises en scène, donc des constructions, des élaborations, et c'est très cérébralisé. Celle-ci, elle est donc 1915, on voit l'appareil photo qui figure à sa droite, et ça c'est un appareil photo qui vient donc directement du Phare de la Loire, des journalistes. Et cette image est vraiment étonnante parce que, comme tu disais, elle a une dimension archétypique. Elle met ouvertement en question l'image de la femme et de la photographie, et la relation de la photographie. C'est comme une sorte de mise en abîme, puisqu'elle feuillette un livre qui s'intitule « L'image de la femme ». Donc, elle feuillette un livre qui s'appelle « L'image de la femme » en se faisant photographier et en se mettant en image comme femme. Vous voyez ?
Et l'appareil photo posé à sa droite indique bien qu'il s'agit de prendre une image, et en plus une image d'une photographe. Une photographe, bon, enfin, on n'en finirait pas, ça peut rebondir comme ça à l'infini. Et donc, oui, sur l'autre image, une petite remarque. Là, cette image, bon, à la réflexion, il semblerait que ce soit bien la tête de Saint Jean-Baptiste. Bon, elle a un peu l'allure d'une méduse. Avec bon, les cheveux présentés un peu comme des serpents, mais ça s'inscrit à peu près au moment où elle commence à rédiger des textes qu'elle va intituler Héroïne. Et dans Héroïne, il est question ouvertement de Salomé. Salomé, un personnage considérable dans l'imaginaire de Claude Cahun. Salomé qui demande la tête de Saint Jean-Baptiste. Là, elle se met dans la situation, elle s'identifie à Saint Jean-Baptiste, c'est-à-dire qu'elle s'identifie au bourreau. Donc à Salomé, le bourreau. Et donc on voit la relation entre le travail photographique et le travail d'écrivain, de poète. Ça ne va cesser d'alterner et d'entrer en relation étroite, c'est-à-dire l'écriture et la photographie. Voilà. Juste une remarque encore, elle a été beaucoup plus connue comme écrivain que comme photographe. Elle se revendiquait comme écrivain, poète, plus que comme photographe. La photographie restera du domaine, enfin essentiellement du domaine de l'intime, hein, de la relation à soi que nous allons peut-être travailler tout à l'heure. Peut-être passer. Non, il y a d'autres remarques sur la famille. Oui. Oui, c'est une relation compliquée, mais qui n'est pas du tout une relation négative. Ce n'est pas une relation de rejet. Il y a eu des moments conflictuels, justement, quand elle a rencontré Suzanne Malherbe. C'est vrai qu'il y a eu un moment un peu conflictuel, mais très vite, Maurice Schwab a accueilli Suzanne Malherbe, donc la compagne de Claude Cahun. Très vite, il l'a accueillie, et avec d'autant plus, je dirais, de plaisir, qu'il va épouser la mère de Suzanne Malherbe. Il va épouser la mère de l'amante de Claude Cahun. Situation un peu extraordinaire. Mais bon, ce qui fait que tout ça va bien rentrer en ordre et tout le monde va bien s'entendre. Claude Cahun avait une relation très, très sympathique et très chaleureuse avec la mère de Suzanne. Donc avec le père, en fait, il y a eu ce petit moment un peu difficile. Et puis par la suite, ce fut plus une relation d'estime, beaucoup d'estime pour son père. Elle pouvait être en opposition sur le plan idéologique, car le père avait des positions politiques qu'il situait à peu près au centre-gauche. C'était un républicain de gauche, comme à l'époque, radical, proche de Clémenceau. Donc à la fois nationaliste, anti-allemand, mais de l'autre côté ouvert à la question sociale. Enfin bon, Claude Cahun qui va de plus en plus s'inscrire dans une démarche politique de gauche, même d'ultra-gauche. Elle va comme ça entrer en opposition avec les valeurs un peu politiques de son père. Mais voilà, et l'autoportrait que nous voyons là, il est très, très révélateur de ce désir de s'approprier le père. Là, c'est quelques mois, enfin je ne sais pas trop, oui, quelques mois après la mort de Maurice Schwab, quelques mois après la mort du père. Donc c'est une image de deuil aussi. Et c'est assez émouvant et même assez étonnant
qu'elle se mette exactement dans la position d'une photographie de son père, et je me demande même si elle n'a pas été rechercher la veste de velours de son père, parce qu'il porte quasiment la même veste. L'autre photo est moins lisible. Les cheveux très courts, elle va se les raser complètement. Quelques mois après cette photographie, elle va se raser le crâne complètement. Alors, ça, c'est extrêmement complexe. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Pourquoi ? Mais, puisqu'on parle du père, il y a certainement une motivation là, qui est d'ordre intrafamilial. Le père avait le crâne rasé et son frère, Marcel Schwab, avait également le crâne rasé. Et il y avait une espèce de détestation des cheveux dans la famille. Bon, donc ça, c'est des choses. Mais je pense que cette motivation est un peu extrinsèque. Ce n'est pas la motivation profonde, me semble-t-il. Mais bon, il faut en tenir compte quand même, parce qu'elle se rase les cheveux après la mort du père, complètement. Donc, allora, per quanto riguarda, diciamo, i rapporti familiari, si è delineata tutta una parte, la parte maschile, diciamo, della famiglia, che era anche la parte, quella più prestigiosa, lo zio Marcel Schwab, che conosceva Oscar Wilde, che aveva legami con tutta la cultura francese del tempo, che era compagno di Marguerite Moreno, amica di Colette, così. E il padre è proprietario del giornale. La madre è stata trascurata perché la madre soffriva di depressioni e viene internata sostanzialmente e reclusa e scompare completamente dalla loro vita. Questa immagine però, ecco, io volevo, poi il professor Leperlier magari ci dirà qualcosa anche su questo, sulla figura materna, che secondo me è una figura che poi comparirà nei collage che vengono inseriti in Avenue Avenue, che è la sua opera autobiografica più importante. Questa fotografia invece raffigura Suzanne Malherbe, la compagna. Allora, la compagna di una vita, tenendo presente che sia Claude Cahun che Suzanne, allora, entrambe hanno uno pseudonimo. Lo pseudonimo di Suzanne Malherbe sarà Marcel Moore. Allora, entrambe appartengono all'alta borghesia di Nantes, non solo Claude Cahun ma anche Suzanne Malherbe. Per questo le due famiglie si conoscono sin da quando le due donne sono ragazzine, quindi si frequentano già dal 1910 più o meno, no? Intorno al 1910 le due ragazze già si frequentano. Oui, 1909, oui, mais elles se sont connues avant. No, elles se sont connues parce que les familles Schwab, donc le père de Claude Cahun, donc Maïs Schwab, fréquentait déjà la famille Malherbe, le docteur Malherbe, et la femme du docteur Malherbe qu'il allait épouser plus tard, après la mort du docteur Malherbe. Donc ils se fréquentaient, donc Suzanne et Lucie, enfin, Claude, étaient en relation déjà enfant. Erano già in relazione, sì. E la cosa, uno degli elementi più interessanti su cui che a me piacerebbe approfondire con il professor Leperlier è proprio questa relazione, che sotto certi aspetti potrebbe apparentemente apparire come diciamo, la spinta propulsiva per cui Claude Cahun riuscirà a staccarsi dalla famiglia, se ne andranno a Parigi, viaggeranno, se ne andranno poi a Jersey e collaboreranno anche. Un altro aspetto molto interessante è che non solo le due donne sono amanti, sono anche sorelle, appunto perché i genitori si sono sposati, e collaborano anche a livello intellettuale e artistico. Vue e Vision è una raccolta poetica che viene realizzata insieme. I testi vengono scritti da Claude e le immagini, le cornici visive, i disegni che appunto vengono fatti intorno alle poesie sono fatti da Suzanne, quindi c'è anche un intreccio dal punto di vista intellettuale. E dopo aver conosciuto
questo poi ce lo spiegherà bene il professor Leperlier. Comunque, di fatto, dopo aver conosciuto Suzanne, per Claude si apre sostanzialmente un mondo nuovo, quindi comincia veramente a esprimersi, cambia il proprio nome, si reinventa un nome, si reinventa un corpo anche. E questa è una delle sue più celebri maschere, dei suoi più celebri travestimenti. Sul petto è scritto I'm in training, don't kiss me, che è forse veramente la chiave di lettura per comprendere fino in fondo davvero tutto ciò che farà, le fotografie, quello che, e anche la sua attività teatrale, perché anche questa è importante e anche questa è volta verso l'idea di metamorfosi. Quindi Claude Cahun cambia completamente, si traveste, cambia il proprio nome, cambia il proprio corpo, addirittura iscrive su se stessa questa sorta di motto e insieme sempre alla compagna. Questa che è la foto in mostra è viene scattata nel 1929 quando le due donne collaborano, recitano. Questo è il costume di un ruolo che lei interpreta a teatro in una pièce che viene rappresentata al Teatro Le Plateau, diretto da Pierre Albert Biron nel 1929. E la pièce teatrale è Le Mystère d'Adam e qui lei interpreta il ruolo di Satana, del demonio, e vedete che ha in mano una mela, cioè una sorta di frutto, una mela stilizzata, e la cosa curiosa è che questo costume se l'è creato lei, l'ha inventato lei, no? L'ha ideato. Ed è sostanzialmente gioca sull'ambiguità del fatto dell'idea di angelo caduto, di angelo e demone insieme, e anche qui sull'idea di androginia. Quindi quello che volevo chiedere io al professor Leperlier era questo: quanto è stato determinante l'incontro con Suzanne perché lei potesse poi travestirsi, fotografarsi, recitare a teatro, esprimersi, tenendo presente che Suzanne era anche una scenografa, quindi lavorava anche a teatro, e quindi in più c'è anche questo aspetto. E questa è la fotografia che voi potete vedere in mostra, che a mio avviso è una delle foto, per quanto riguarda la produzione fotografica di Claude Cahun, più interessanti. C'è una sequenza di questa, non c'è solo questa a teatro, durante la rappresentazione di Le Mystère d'Adam, ce ne sono diverse. Ecco, quanto secondo lei ha giocato, quanto è stato importante il ruolo di Suzanne per Claude? Question facile à répondre. Le rôle a été essentiel, considérable, essentiel. Je dirais, bien sûr, pour la démarche de création de Claude Cahun, c'est sûr, mais peut-être en amont, pour une espèce d'étayage sur le plan psychologique, qui a permis à Claude Cahun quasiment de survivre. C'est quelqu'un d'extrêmement fragile, physiquement extrêmement fragile. Elle est morte relativement jeune, 60 ans, après avoir été malade quasiment toute sa vie. Donc il y a déjà sur le plan physique une grande fragilité. Sur le plan psychologique, c'est pas vraiment une fragilité, c'est plutôt une grande tension psychologique. Je ne m'embarquerai pas à réfléchir sur la pathologie ou les diverses pathologies de Claude Cahun, mais c'était quelqu'un qui était dans le tourment, une difficulté d'être, ça peut dire. Ce qui a donné aussi l'œuvre que nous connaissons. Et donc Suzanne, qui se présentait comme une structure forte, extrêmement fiable, d'un tempérament affirmé, chaleureuse mais sans complaisance, personnage exceptionnel, indéniablement, et ça on le verra pendant la guerre, personnage très riche, qui ne revendiquait rien mais qui exigeait tout, d'une certaine manière.
Donc cette belle personnalité, disons, de Suzanne Malherbe a été pour Claude Cahun un soutien considérable, évidemment. D'ailleurs, Claude Cahun, à la fin de sa vie, a écrit un texte qui me semble-t-il, un de ses plus beaux textes, qui s'appelle « Confidence au miroir ». Et là, il est beaucoup question de Suzanne Malherbe. Elle parle de Suzanne Malherbe à travers toute une panoplie de pseudonymes. Et le pseudonyme qu'elle utilise le plus souvent, c'est Pygmalion, qui est parlant. C'est Pygmalion, donc c'est celui qui a animé la statue. La statue était bien là, elle était bien là, bien belle, mais voilà, elle a animé la statue. Il y a aussi Philémon et Baucis, c'est-à-dire dans les Métamorphoses d'Ovide, les deux amants, enfin amants et amantes, qui ne peuvent pas se séparer, et que les dieux leur accordent la possibilité de vivre éternellement sous forme d'arbres entrelacés. Donc la relation est puissante, elle est née comme une sorte de coup de foudre, déjà toute petite, quand elles jouaient ensemble, et de la part de Claude Cahun. Suzanne Malherbe, c'était autre chose. Et puis après, 1909, ils se rencontrent, et puis ils ne se quittent plus, jusqu'en 1954, la mort de Claude Cahun. Voilà. Alors, sur le plan de la démarche créatrice, Suzanne Malherbe allait faire l'École des Beaux-Arts de Nantes. C'est une dessinatrice remarquable, dessinatrice, illustratrice, décoratrice de théâtre, mais avec une production extrêmement limitée. Alors là aussi, c'est assez paradoxal et assez triste de cette manière. Comme disait Claude Cahun, Suzanne n'a jamais donné sa mesure. Suzanne s'est arrêtée trop tôt. Le fait est que 1929-1930, c'est quasiment fini. Elle ne dessinera plus, elle ne produira plus. C'est-à-dire après la réalisation en commun de Claude Cahun et Suzanne Malherbe, donc en commun des aveux d'Aveux non avenus, les photomontages d'Aveux non avenus. Oui, enfin, on va en montrer un tout à l'heure. Voilà, on le trouve là. Voilà. Donc il y a une dizaine de planches de photomontage dans ce livre écrit par Claude Cahun, mais réalisé en collaboration avec Suzanne Malherbe pour les photomontages. Voilà. Donc de cette manière, Suzanne Malherbe donne son meilleur au moment de la réalisation d'Aveux non avenus, et puis elle cesse toute activité plasticienne. Mais elle continue à prendre les photos avec Claude Cahun. Voilà. On peut penser, je pense que Suzanne Malherbe, quelqu'un d'une très grande lucidité, vraiment, à tout niveau, aussi bien politique qu'esthétique, morale, elle s'est jugée elle-même. Il ne faut pas oublier qu'ils ont fréquenté tous les deux un milieu d'artistes. Ils ont fréquenté le milieu surréaliste, le groupe surréaliste pendant très longtemps. Ils ont été en contact avec Dali, Max Ernst, très liés avec Dali. Suzanne Malherbe était très liée avec Salvador Dali. Donc, elle prend conscience probablement, peut-être, moi je pense, de ses limites. Bon. Le fait est qu'elle choisit de soutenir le parcours créateur de Claude Cahun. Elle se met en quelque sorte à son service, non pas par complaisance, mais par un vrai désir, je crois, de soutenir ce qu'elle estime être le génie de sa compagne. Et donc voilà, et donc elle le soutient, elle l'aide, en faisant de la photographie avec elle,
Et comme c'était une remarquable technicienne, elle a apporté tous ses dons et ses qualités à la réalisation donc des photomontages et de l'ensemble des autres photographies, parce que voilà, on ne l'a pas abordé cet aspect-là, mais c'est vrai qu'il y a toute l'œuvre photographique en Suzanne Malherbe, à laquelle Suzanne Malherbe a collaboré. Mi piacerebbe fare una domanda rispetto alla figura suggestiva di Pygmalion. Noi siamo abituati a considerare le fotografie di Claude Cahun come autoritratti, però sappiamo che innanzitutto, come affermava prima il professor Leperlier, la fotografia possiede una dimensione quasi totalmente intima. 3-4 immagini vengono pubblicate e tutto il resto rimane completamente un gioco intimo fra le due donne. Quindi quello che le volevo chiedere, cosa pensa lei alla luce di questa definizione di Pygmalion, Suzanne come Pygmalion, come si possono definire queste fotografie? Sono dei ritratti, degli autoritratti, oppure siccome c'era questo legame talmente forte sono in bilico fra la dimensione del ritratto e dell'autoritratto, perché dall'altra parte c'era la compagna che fotografava. Lei come li definirebbe? Alors c'est vrai que c'est un gros débat qui a souvent été mis en avant, hein, bien sûr. On peut l'aborder de bien des manières. Il y a une première manière qui est factuelle, je pense qu'il faut le dire quand même. Claude Cahun a fait circuler ces autoportraits, pour en rester aux autoportraits, hein, parce qu'il y a aussi toute la série des mises en scène d'objets, des portraits d'amis, mais bon, ça on en parlera peut-être tout à l'heure. En ce qui concerne les autoportraits, c'est vrai qu'il fallait nécessairement que quelqu'un prenne la photographie. Elle n'utilisait pas un retardateur et elle n'utilisait pas non plus le cordon, le cordon qui aurait permis de se prendre soi-même en photo. Donc il fallait qu'il y ait un opérateur. L'opérateur, c'était à 80% Suzanne Malherbe. Pas tout le temps, parce qu'on connaît d'autres opérateurs, mais le plus souvent c'était Suzanne Malherbe. Et on imagine bien que Suzanne Malherbe est intervenue d'une manière ou d'une autre, ne serait-ce que pour relever un foulard qui tombe ou lui donner une indication. Donc il y avait une complicité entre elles indéniablement. Mais aucune photo que nous connaissons n'est signée Suzanne Malherbe. Aucune photo que nous connaissons n'est signée des deux noms, Suzanne Malherbe et Claude Cahun. Les seules photos signées que nous connaissons, autoportraits, elles sont signées Claude Cahun. Bon. Qui veut dire quand même que Claude Cahun et Suzanne Malherbe reconnaissaient quand même si j'ose dire le terme, la paternité de la photo, la maternité de la photo. Sinon, elles auraient signé ensemble. Sinon, il y aurait eu des éléments. Mais, et là, j'ai un témoignage direct. J'ai eu l'occasion, il y a longtemps, parce que le monsieur est mort, de rencontrer un petit-neveu de Suzanne Malherbe, qui s'appelait Lucien Grimaud, qui était photographe amateur, comme ça. Et il m'avait rapporté qu'il avait fait plusieurs séries de photographies de Claude Cahun. Et notamment, là on n'a pas les exemples, mais toutes les photographies qui sont sous globe. Il y a des séries on voit la tête de Claude Cahun, mais sous un globe de verre, comme quand on mettait les horloges dans le temps, à une époque on mettait dans un globe de verre. Elle s'est mis sa tête dans un globe de verre. Et là, on a, je vois, peut-être une quinzaine de clichés qui sont très très beaux, parmi les plus belles photos de Claude Cahun. Et elles ont été prises donc par Lucien Grimaud. Et alors Lucien Grimaud m'a dit, oui, mais moi, j'ai pas fait grand-chose.
Parce que c'est elle qui me donnait toutes les indications. On ne faisait pas ce qu'on voulait avec elle. C'est elle qui prenait les décisions. Elle dit voilà, moi j'ai choisi ça, j'ai trouvé les globes de verre, on s'installe. Bon. Et voilà. Alors, est-ce qu'il en était le même avec Suzanne? Je ne sais pas. Probablement moins, parce qu'il devait y avoir plus de complicité, ça c'est indéniable. Mais cela dit, on peut. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Je sais bien qu'on peut en discuter. Mon point de vue, c'est quand même que c'est Claude Quin qui fait la mise en œuvre. C'est sa trajectoire, c'est cette image-là qu'elle veut produire. Hein, c'est là ce qu'elle veut dire. Et si on prend d'ailleurs l'image qui est en ce moment sur l'écran, qui là encore qui est une image extraordinaire parce qu'on est encore dans la polysémie où on pourrait passer un temps infini. Et pourquoi on peut en passer un temps infini? Parce que c'est des images symboliques. On est dans le symbolique, on est vraiment dans l'imaginaire ici. Avec Claude Quin, on n'est jamais dans la restitution du réel, la restitution de l'objet. Claude Quin, elle fait de la photographie comme on fait des poèmes. C'est une démarche poétique. Donc là, on est dans la polysémie, et donc vous voyez que c'est une gymnaste, hein, c'est-à-dire une gymnaste de foire ou de cirque, voilà. Mais elle est fardée comme une femme, mais bizarrement fardée, de manière qu'elle en rajoute, elle en fait un peu trop là, avec les accroche-cœurs, les petits cœurs sur les joues, elle en fait beaucoup. C'est-à-dire que les petits morceaux de feutre ou de cuir là sur les tétons, elle en rajoute. Elle joue à la femme, hein, mais elle joue à la femme. Bon, oui, mais don't kiss me. I am training. I am in training. Je suis en train de m'entraîner. Ne m'embrassez pas, je suis en train de m'entraîner. Elle est en train de s'entraîner à quoi? Elle est en train de s'entraîner à être femme. Parce que ce n'est pas du tout évident pour elle, évidemment, d'être femme. Ça a été... Bon. Donc, elle s'entraîne à quelque chose de quasiment impossible. C'est mission impossible pour elle. Elle s'entraîne à être femme. Et alors, donc elle fait une espèce de gymnastique, là, mais de gymnastique ironique, un peu de foire. C'est pas vraiment sérieux, cette histoire-là. Et pourtant, le sujet est quand même sérieux. Mais et puis alors, de chaque côté, elle a des haltères. C'est des haltères. Il y a deux haltères. Et une où il y a Totor, je ne sais plus comment il s'appelle. Oui, il y a Totor et Popol. Oui, il y a Totor et Popol. Alors ça c'est du cirque, c'est l'amusement. Et de l'autre côté, il y a Castor et Pollux. C'est-à-dire qu'il y a le côté, c'est le cirque, la rigolade, hein, et puis de l'autre côté, c'est plus sérieux, c'est la mythologie grecque, hein, c'est Castor et Pollux. Castor et Pollux, qui sont, si je me trompe, les parents, donc qui sont les frères d'Hélène, la belle Hélène. Donc, il y a de la belle Hélène quelque part, elle s'entraîne peut-être un peu avec la belle Hélène, mais en même temps, c'est un jeu de cirque, c'est pas sérieux. Enfin bon, vous voyez, c'est extrêmement riche. Je ne sais plus pourquoi, j'ai parlé on est revenu sur cette photo-là. Oui, pour vous dire à quel point cette photographie ne témoignait d'une expérience intérieure de Claude Quin. C'était vraiment son expérience propre. Parce que Suzanne n'était pas dans la même démarche. Vous voyez, Suzanne n'avait pas ce trouble. Il devait y en avoir un autre, mais ce n'était pas celui-ci. Et voilà, donc ils sont... ça ne pouvait être revendiqué que par Claude Quin, quoi.
Mais donc, on est, oui, juste parce que ça, c'est quand même très étonnant aussi. Donc, ce photomontage, où il y a l'œil de Claude Quérin au centre. En fait, le photomontage, ils sont faits à partir de photographies de Claude Quérin, et ça a été monté. Mais là, c'est un photomontage qui va très loin, puisque ça, il faudrait lire le texte de Aveux non avenus, dont il est tiré. C'est le frontispice, c'est le premier. Vous avez Dieu qui apparaît en haut, hein, vous avez Dieu, et puis l'œil, et puis les miroirs. Hein, bon. Si on en reste simplement à la relation Dieu et l'œil, vous apprendriez dans Aveux non avenus que Dieu multiplié par Dieu divisé par Dieu égale moi. C'est l'équation d'Aveux non avenus. Et l'œil, si vous lisiez Aveux non avenus, vous apprendriez que je, je est dans moi comme le est dans l'eau. C'est-à-dire, le je est dans le moi comme le est dans l'eau, c'est-à-dire le je est dans l'œil. Et elle termine, je me vois, donc je suis. Complexe, compliqué, on l'a vu. Bon, je me vois, donc je suis. Très important, cette relation du moi, enfin du regard et de l'existence. J'existe parce que je me vois. Mais ce n'est pas seulement me voir en perception. Je crois que chez Quérin, c'est me voir comme en voyance. Hein, c'est toujours à travers l'image. Je me vois dans l'image. Et donc là, vous voyez sur le photomontage, vous avez un miroir où elle se réfléchit en partie. Donc, ouais, c'est d'une extrême complexité. En fait, c'est très il y a ce rapport à soi-même qui est un rapport, comment dirais-je, hyperbolique, hyperbolique, où elle joue là avec Dieu, hein, le moi comme Dieu. Bon, la référence théorique, si on voulait, pensez un peu à Stirner, l'anarchiste allemand, post-hegelien, qu'elle lisait à l'époque, où il met le moi, hein, le moi au centre de tout, quoi, hein, le moi en quelque sorte comme substitut de Dieu. Hein, enfin bon, je ne vais pas plus loin, mais pour montrer que c'est complexe. Ma c'è anche una frase nel suo testo Ephéméride che dice je ne me vois me veux voir que dans mes yeux, cioè mi voglio vedere solo nei miei occhi. In Ephéméride lo dice proprio, io non voglio vedermi che dentro i miei occhi. Tutta questa idea comunque viene la troviamo nella sua opera, nell'equazione Dio per Dio fratto Dio uguale e nei fotomontaggi. Quindi diciamo che alla fine la parte autobiografica per lei è assolutamente essenziale nel testo, tanto quanto nella fotografia. E adesso che abbiamo delineato la parte biografica, il rapporto fra la parte biografica e la trasfigurazione artistica della sua vita, giungiamo al testo che è uno dei suoi testi, che è il testo politico per eccellenza che lei ha scritto nel 1934. Questa è la copertina originale, in cui ci sono due citazioni, una citazione da Breton e alcune citazioni da Aragon, che erano nell'ambito del movimento surrealista assolutamente in contrasto fra di loro. Questo pamphlet, questo nasce esattamente come un testo che si colloca nel dibattito surrealista dedicato alla funzione dell'intellettuale dell'opera d'arte.
lei ha una posizione assolutamente, anche qui sostanzialmente anarchica quasi in questo testo, mette in luce l'aspetto della libertà, dell'esigenza della libertà e soprattutto della libertà di espressione in riferimento all'opera d'arte. E ci sono alcune immagini che si riferiscono a quello che il professor Leperlier prima diceva della messa in scena di oggetti che si possono anche definire oggetti a funzionamento simbolico, come lei li chiamava, e che sono legati anche alla pubblicazione del testo. Questo per farvi vedere come c'è sempre una dimensione visiva e una dimensione testuale nella sua opera. Accanto prima un testo, poi un'immagine, un testo e un'immagine insieme, oppure prima un'immagine e poi un testo. Tutto è sempre strettamente molto molto legato. E queste immagini, poi il professor Leperlier le illustrerà, sono del 1936, quindi realizzate qualche anno, 2 anni dopo Le Paris sont ouverts, e ce n'è una in particolare che è assolutamente significativa, che è questa, dove Claude Cahun rappresenta, ci sono una serie di elementi e dietro la fotografia noi possiamo leggere i 4 elementi fondamentali della situazione attuale e l'elemento permanente. Allora, quello che per poi andare direttamente a comprendere qual è la teoria di le scommesse sono aperte, Le Paris sont ouverts, questa fotografia secondo me è assolutamente una sorta di chiave di lettura che si può collegare direttamente al testo. Noi possiamo vedere nel piccolo, noi possiamo leggere storia, quindi la dimensione storica che entra nelle Paris sont ouverts, nel testo, la dimensione poetica, perché nel testo Le Paris sont ouverts si parla di poesia, quindi c'è una dimensione storico-politica che si collega alla dimensione letteraria poetica, e poi ci sono questi 2 elementi misteriosi di cui parla più uno permanente. Allora io vorrei chiedere al professor Leperlier quali sono questi elementi e come poi noi andremo a trovarli nel testo, nelle Paris sont ouverts. Et on ne les trouvera pas directement dans les paris sont ouverts, mais même s'ils sont présents. Je vais y venir, juste un tout petit recul. C'est vrai que l'implication politique de Claude Cahun, il est récent. C'est-à-dire qu'il n'est pas précoce, il est récent. C'est-à-dire que là, on est en 1934, les Paris sont ouverts en 1934. Elle a commencé à se mobiliser sur les questions politiques avec une dimension, je dirais, presque militante, enfin, entre guillemets, des grosses guillemets, parce qu'elle est, bon, c'est pas vraiment militante, mais enfin quand même, elle va s'inscrire dans des luttes sociales, des luttes politiques, seulement depuis, je dirais, 1930-1931. Avant, on n'en trouve aucune trace. Avant, elle est beaucoup plus sur une démarche individualiste, anarchiste individualiste, un peu anarchiste, aristocratie libertaire, bon, mais pas du tout dans cette dimension politique. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans ces années 30, 31, 32 ? Il y a quelque chose qui bascule. Et elle dit j'ai rencontré l'histoire. C'est-à-dire cette dimension historique qu'elle avait négligée, puisqu'elle était plutôt dans cette dimension de la temporalité, hein, de l'œuvre, de l'art, de l'œuvre d'art. Bon. Là, elle rencontre l'histoire, probablement parce qu'il y a une situation politique en France qui change aussi. Hein. On est dans les années 30, les années sur le plan économique difficiles. Bon, je n'insiste pas là-dessus, mais il y a une rencontre, qu'on dit la rencontre de l'histoire. Et donc, sur cette photo, qui est de 1936, qui est sous globe aussi, mais là c'est pas la tête, c'est un assemblage d'objets. Hein. Vous avez elle va disparaître, c'est la photo magique, mais ça.
Bon, en fait, il faut pouvoir la lire comme toujours chez Claude Carin. Hein, là, on est dans une sorte d'allégorie, d'une allégorie symbolique. Il ne s'agit pas seulement de contempler, mais de lire. De toute manière, les photos de Claude Carin, elles se lisent, elles se déchiffrent. Vous avez noté quelques-uns. On voit nettement poésie. Bon, ça c'est clair, c'est un élément. Il trône, poésie. Poésie surmontée d'un S. Dans son esprit, et c'est l'esprit des paris sont ouverts, nous ne pouvons associer la poésie qu'avec le surréalisme. Le surréalisme, donc c'est S c'est le surréalisme. Le surréalisme, c'est le moment majeur d'expression de l'acte poétique. Ce S réapparaît de l'autre côté. On insiste. Donc vous avez la poésie, vous avez le surréalisme. En bas, il y a une affichette qui est dressée, il y a histoire, apparaît l'histoire. Donc on a déjà 3 éléments, la poésie, le surréalisme et l'histoire. Il y a un 4e élément qui apparaît, c'est en fond, dans le fond, la faucille et le marteau, qui symbolise encore à l'époque, pour elle, la Révolution. Elle se situe à l'époque, elle a nuancé son anarchisme de jeunesse, qu'elle retrouvera d'ailleurs à la fin de sa vie, mais enfin là c'est nuancé. Elle a rejoint en partie, disons, le trotskisme, comme les surréalistes. Il se tourne vers Trotsky, un peu déçu par la révolution russe telle qu'elle se poursuit, ou plutôt telle qu'elle dévie de son cours initial. Hein, donc elle s'oppose au stalinisme, mais malgré tout, Faucille et marteau, c'est encore la révolution. Bon, donc on a la poésie, le surréalisme, l'histoire, la révolution. Et il y a un autre élément que notiez tout à l'heure, je pense que celui qui est invisible, elle dit l'élément permanent. Les 4 éléments, nous les avons indiqués, ce sont des éléments qui sont des éléments changeants. Évidemment. Il y a un élément permanent qui n'apparaît pas vraiment, qui est implicite. Moi, je pense que c'est le temps. Vous voyez la main qui est dressée et qui va arrêter l'horloge. Le moment où ces 4 éléments se mobilisent, sont actifs, le temps s'arrête. Et il va redémarrer sur un autre mode. C'est-à-dire que ce moment où la poésie, l'histoire, la révolution et le surréalisme s'engrainent entre eux, c'est le moment où on marque une rupture dans l'histoire. Et c'est ce qu'elle veut, c'est ce qu'elle attend, c'est ce que veulent tous les ultra-gauchistes de l'époque, hein, c'est de mettre fin au temps tel que l'on l'a connu et puis entrer dans une autre temporalité. Et juste une toute petite remarque, c'est qu'en fait, arrêter l'horloge avec sa main, ça fait référence à probablement un événement qui était très connu à l'époque parmi les révolutionnaires, qui était l'épisode de la Révolution de Juillet en 1830, où les insurgés ont tiré sur les horloges de l'hôtel de ville pour arrêter le temps. Et il semblerait que ça a été repris pendant la Révolution russe. Il y a eu aussi des insurgés qui ont tiré sur les horloges. E allora, quindi il pamphlet, il Paris sont ouverts, si colloca all'interno del dibattito surrealista, quindi sull'importanza, su che cosa un'opera d'arte può, quanto valore ha, quanto in sé ha di rivoluzionario un'opera d'arte. Questo è quello che si chiede, che si chiedono i surrealisti e che si chiede anche Claude Cahun.
Quindi io per poter far capire a tutti i presenti che cosa significa, qual è la scommessa di cui parla il pamphlet, su cosa scommette Claude in questo testo. Oui, il y a un jeu de mots, hein. Les paris sont ouverts, on voit bien de quoi il s'agit, c'est dans les... Ça fait du bruit, non? Ça grésille? Non. Les paris sont ouverts, c'est une expression de casino. Faites vos jeux, messieurs, faites vos jeux, les paris sont ouverts. Bon. Comme souvent chez Claude Cahun, les titres ils sont à multiples sens. Hein. Aveu non avenu, je plains le traducteur. Dire ça en italien, je sais pas comment ce sera possible. Bon. Les paris sont ouverts, c'est encore un jeu de mots. Bon, c'est le contexte politique de l'époque. Il faut savoir qu'elle a rejoint le groupe surréaliste. En 1932, elle rencontre André Breton, il y a une espèce de coup de foudre là, intellectuel et peut-être même plus, et elle s'associe aux surréalistes. Et elle défend vigoureusement les thèses surréalistes. Non. Sauf que, au moment où elle entre dans le surréalisme, il y a un drame. Il se passe un véritable drame. C'est la rupture entre André Breton et Louis Aragon. C'est-à-dire les amis et les fondateurs du surréalisme qui entrent en conflit majeur et qui vont se séparer, et ça sera définitif. Mais c'est quelque chose, c'est un véritable séisme dans le surréalisme. Parce que Aragon, qui décide de rejoindre le Parti communiste et de défendre de manière très orthodoxe les thèses du Parti communiste, donc du stalinisme déjà largement installé, bien installé, et André Breton, qui évidemment veut poursuivre l'activité surréaliste en s'orientant de plus en plus vers des thèses trotskistes et toujours avec un arrière-plan libertaire. Donc la rupture est totale. Claude Cahun arrive à ce moment-là. D'où, vous voyez, dans la présentation de la page de couverture, là, vous avez d'un côté Aragon, de l'autre côté André Breton. André Breton, ce sont des extraits d'un pamphlet qu'il avait publié en 1932, qui s'appelle « Misère de la poésie », où, juste avant la rupture avec Aragon, il défend celui-ci, Aragon, pour un poème dont il doit répondre devant la justice. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Aragon publie un poème, et ce poème lui vaut une inculpation en justice pour comment dire, attaque calomnieuse et menace d'assassinat d'hommes politiques, dans un poème. Breton publie donc ce pamphlet, Misère de la poésie, pour défendre Aragon, bien jugeant que le poème d'Aragon n'était pas bon, mais bon, cela dit, pour défendre la poésie, la liberté d'expression. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, on doit pouvoir s'exprimer. Donc c'est tiré de là. Ceci dit, après la rupture va se faire, ça va rien changer, parce qu'Aragon va s'opposer à Breton, bon, peu importe. Donc ça, c'est un extrait de Misère de la poésie. De l'autre côté, ce sont des citations d'Aragon qui sont inversées. Citation d'Aragon avant qu'il ne quitte le surréalisme, citation d'Aragon après qu'il a quitté le surréalisme, et montre la contradiction. Voilà ce que disait Aragon à une époque, voilà ce qu'il dit maintenant. Il entre en contradiction avec lui-même, hein, c'est une palinodie, c'est un reniement, etc. Donc elle est complètement opposée à Aragon, violemment opposée à Aragon. Elle prend le parti de Breton.
assez clair. Les paris sont ouverts. En fait, dans son esprit, ils ne sont pas vraiment ouverts, mais là, ils sont ouverts, c'est-à-dire, vous choisissez pour qui? Vous choisissez Breton ou vous choisissez Aragon? Si vous choisissez Aragon, voilà tout ce que vous devrez accepter, reconnaître. C'est Breton, le surréalisme. Oui, donc c'est l'opposition. Et en fait, les paris sont ouverts. C'est implicitement, pour la première partie, un débat autour de cette question de la poésie, l'autonomie, l'indépendance de la poésie par rapport aux politiques. Et la deuxième partie, c'est ouvertement contre Aragon. Voilà ce qui n'est pas acceptable, voilà la poésie de propagande qui n'est pas acceptable, et ce qu'on doit mettre en avant dans la poésie. C'est un texte, c'est un texte qui aura à l'époque un grand retentissement. C'est le texte de Claude Cahun qui sera le plus connu, évidemment. Et qui sera, d'ailleurs, c'est par ce texte-là que j'ai connu Claude Cahun. Enfin, j'ai connu qu'elle existait. C'est un texte qui pose des questions vraiment que tout artiste, tout poète, tous ceux qui posent la question de l'art doivent se poser. Je passe sur la dimension conjoncturelle. Il y a une dimension conjoncturelle, c'est les années 30, ce que j'ai décrit, la relation avec le Parti communiste, etc., pour en rester à la question de fond. C'est-à-dire, est-ce que l'art, la poésie, l'art peut avoir une efficacité, et de quel type? Ou est-ce que c'est simplement du divertissement, de l'amusement, du festif, de la gratuité? Quel est le poids de l'art? Quel est le poids de la poésie? Certains diraient, c'est ceux auxquels elle s'oppose, pour que la poésie, l'art, la littérature ait une efficacité, puisse agir sur les consciences, il faut qu'elles en passent par, comme elle dit, une action directe. C'est-à-dire une littérature qui soit d'emblée compréhensible, de premier niveau, littérature à caractère social, avec un contenu politique clairement affiché. Bon, à l'époque, dans les années 30, cette thèse était défendue par le Parti communiste, était défendue par Aragon et par les soviétiques, hein, d'où ça donnera le réalisme socialiste. Bon, ça, les surréalistes n'en veulent pas, ils sont radicalement opposés à cette thèse. Ils disent que cette thèse-là, elle est complètement crétinisante, c'était l'expression qu'ils employaient, ça veut dire que c'est une façon de faire de la propagande, de l'idéologie, hein, c'est de faire valoir des normes par rapport à d'autres normes, peu importe. Hein. Ils défendent une toute autre thèse, qui est la thèse de la poésie, de l'autonomie de la poésie, savoir que plus la poésie est exaltée pour elle-même, plus elle approfondit sa propre démarche, et plus elle va transformer les consciences. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, on retrouve là les thèses surréalistes, il faut que la poésie soit hermétique, que le contenu ne se donne pas d'emblée, comme elle dit laisser désirer, c'est-à-dire il y a un travail du lecteur ou un travail de l'auditeur, hein, pour savoir, pour entrer dans l'expression poétique, l'expression symbolique. Hein, donc ça va. Elle dit il faut que la poésie ait une action indirecte et non pas directe. Si l'action est indirecte, elle sera d'autant plus puissante. C'est-à-dire que l'action doit passer par le symbole. Passer par le symbole, passer par la métamorphose,
par tout ce qui est, par l'imaginaire en fait. Hein. On ressent derrière, c'est la thèse des surréalistes, la défense de l'imagination pour elle-même. Et c'est ce que Claude Quérin a essayé de mettre en œuvre dans son œuvre aussi, dans son œuvre plastique et dans son œuvre littéraire. Mais cette thèse-là, où s'opposait la poésie de propagande, la poésie de circonstance, la poésie politique, ouvertement politique, c'est-à-dire l'action directe, et l'autre côté, la poésie pour elle-même, symbolique, hermétique, surréaliste, la poésie disons, indirecte, ça c'était présenté de façon très claire et ça a eu beaucoup d'impact à l'époque. Et non seulement parmi les surréalistes, mais aussi parmi les auteurs qui, la plupart ignoraient d'ailleurs que c'était une femme qui avait rédigé ce texte, qui avait une maturité intellectuelle tout à fait étonnante. Quindi quello che emerge è la potenza di un'opera, cioè l'opera d'arte non ha una funzione precisa, ma deve essere ovviamente svincolata da qualsiasi forma di utilità e da qualsiasi ideologia. Ed è secondo me questo uno diciamo, delle idee che lei trasmette, poi lo farà lungo soprattutto nella seconda parte del pamphlet, che non sono tramontate neanche oggi, ed è uno dei motivi per cui questo testo non ha perso nulla del suo vigore, diciamo, dello spirito libertario, della carica innovativa, insomma, che nonostante sia un testo degli anni 30 che risente di un certo tipo di atmosfera, come diceva il professor Leperlier, questo è veramente ciò che ancora oggi sopravvive al periodo, al surrealismo, e che ogni artista in fondo molto probabilmente si chiede e si misura con quest'idea. E c'è un altro aspetto, un ultimo aspetto che secondo me vale la pena di esplorare o comunque di conoscere di Claude Quérin e Suzanne Malherbe, che è strettamente legato, a mio avviso, ma poi sentiremo cosa ne pensa il professor Leperlier, al pamphlet, che è la loro azione di resistenza sull'isola di Jersey. Allora, il pamphlet viene stampato nel 1934, gli oggetti che abbiamo visto a funzionamento simbolico, che per certi aspetti rileggono in maniera polemica il rapporto con il Partito Comunista, sono del 1936. Le due donne si trasferiscono sull'isola di Jersey, dove avevano acquistato una casa bellissima, nel 1938. E nel 1940 l'isola di Jersey è l'unico territorio inglese occupato dai nazisti. Allora, le due donne decidono di non fuggire dopo l'occupazione nazista, pur sapendo i rischi che corrono, perché Claude Quérin ha origini ebraiche. Quindi decidono di rimanere lì, ma non solo fanno questo, decidono di inventarsi una sorta di azione di resistenza. E come lo fanno? Lo fanno inventandosi anche in questo modo, anche qui entra in gioco una sorta di, comunque, tutta una parte intellettuale legata alla loro attività artistica. Inventano la figura del soldato senza nome. E chi sarebbe? Sarebbe un soldato disertore, un soldato fittizio ovviamente che loro inventano, disertore dell'esercito d'occupazione tedesco. Cosa fanno? I tedeschi arrivano nel 40, loro vengono catturate nel 44, vengono scoperte. Per 4 anni loro realizzano volantini firmati da questo soldato senza nome, quindi tutti coloro che leggono questi volantini ne distribuiranno circa 6.000 in 4 anni da sole. Pensano che ci sia un disertore, e anche di fatto l'esercito, i soldati dell'esercito stesso e gli ufficiali pensano che ci sia un soldato disertore, perché i volantini sono firmati il soldato senza nome, invece sono loro due. Verranno scoperte e poi verranno condannate a morte, trascorreranno 10 mesi di prigionia e alla fine la condanna viene revocata, nel 1945 riescono a uscirne vive. E la cosa che a me personalmente ha colpito è il passaggio da quest'idea di libertà, quindi la poesia che ha un potere liberatorio, che non deve avere ideologie, che deve combattere per appunto sostanzialmente la libertà. Cosa fa?
dalla teoria politica di Le Paris sont ouverts si passa, loro decidono di non fuggire, resistono e trasformano quest'idea in uno stile di vita, sostanzialmente mettendo addirittura a repentaglio la loro stessa esistenza e non rinunciando. Io volevo chiedere cosa ne pensava di questo passaggio, se dalla teoria politica a questa azione di resistenza. Volevo chiedere cosa ne pensava lei, professor Leperlier. Oui, elle s'est faite naturellement. On disait 1934, les Paris sont ouverts. Après, elle continue à avoir son activité auprès des surréalistes des milieux de gauche, mais pour des raisons diverses, elle décide en effet de quitter Paris et s'installer à l'île de Jersey. Bon, à l'île de Jersey, elles continuent leurs activités, mais elles sont piégées par l'arrivée des Allemands, l'occupation allemande. Une occupation, il faut voir, dans des situations terribles. Parce que l'île de Jersey, c'est une toute petite île, mais il y avait pratiquement autant d'Allemands que de Jersiais. J'exagère, mais enfin, il y avait au moins un Allemand pour un Jersiais. Pourquoi ? Parce que c'est une sorte de base avancée des Allemands vers l'Angleterre. Donc on ne bougeait plus, on ne pouvait plus bouger un pied à Jersey. Les Allemands étaient partout. Et là, la photo est assez émouvante, là, parce que Claude Quint, il y a le chat de Claude Quint, très important, elle avait une relation très très forte avec les chats. Et le chat qui est là, qui tourne le dos aux Allemands qui sont installés sur la plage de la maison. Et n'avait pas droit, évidemment, à un appareil photographique. Donc ça, il risquait gros, rien qu'avec un appareil photographique. D'ailleurs, ils l'ont éliminé après, à la fin de la guerre, enfin, avant d'être arrêtés, ils ont supprimé leur appareil photographique. La relation, elle est directe. C'est vrai qu'elle le dit, notamment dans son très beau texte, Confidence au miroir. Là, elle dit très bien qu'elle a essayé, d'une certaine manière, sans trop se trahir, d'adapter les thèses des Paris sont ouverts pour ses actions de résistance. C'est-à-dire, si vous m'avez suivi, l'action indirecte et non pas l'action directe. C'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas d'envoyer des tracts ou faire des déclarations comment dirais-je, politiques, idéologiques, disant c'est pas bien, Hitler c'est pas bien, il faut s'élever contre le nazisme, etc. Bon, bien sûr que c'était sous-jacent, mais elle savait très bien que tout cela, ça n'aurait aucun effet. Donc, il s'agissait d'employer des moyens détournés où l'humour, la dérision, l'esprit de moquerie soit mis en avant. Et en plus, la dimension esthétique soit aussi prise en compte. Car pour elle, l'esthétique, encore une fois, ce n'est pas du divertissement, ce n'est pas quelque chose qui vient se surajouter, on n'est pas dans l'artifice. L'esthétique doit avoir du sens, hein, et doit venir renforcer le message que l'on veut défendre. Et donc là, le tract, en effet, il est intéressant parce qu'on voit que c'est un tract, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va être distribué comme ça, à la volée. Bon, alors, généralement, les beaux tracts comme ça, vous ne pouvez pas non plus en faire trop, il fallait produire. Les beaux tracts comme ça, elle choisissait l'endroit où elle allait les déposer. Donc ça pouvait être dans des revues allemandes. Donc elle savait que les officiers allaient acheter cette revue allemande. Donc elle mettait le tract. Ce qui est étonnant, c'est que cette dimension esthétique était très 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 forte, parce que chaque tract, selon sa destination, avait une couleur différente. Il y avait des bleus, des rouges, des jaunes, des verts. Tous les tracts étaient colorés. Ceux qui étaient destinés à la population, ils étaient telle couleur. Ceux qui étaient destinés aux officiers étaient telle couleur. C'est qu'elle voulait créer une confusion dans l'esprit de l'état-major allemand. Une confusion totale. D'où ça vient? D'où ça sort? Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Et d'ailleurs, elle a réussi. Pendant 4 ans, elle les a fait tourner comme des fous, quoi.
une petite anecdote qui est amusante. Ils ont, avec Suzanne, ils ont distribué un tract où toujours le soldat sans nom, hein, soldat sans nom, indiquait qu'il y avait un centre de résistance important, etc., dans une petite île au large de Jersey. Cette petite île, elle se découvre le jour, mais elle se découvre à la marée, et la marée remontante, elle se recouvre. Les Allemands, ils sont allés. Donc ils sont allés et ils sont fait piéger dans l'île. Elle les voyait à la jumelle, parce que c'était en face de chez elle, elle était au bord de la mer. Enfin bon. Donc, elle allait chercher des pièces de monnaie dans un parc public où il y avait des attractions, des fêtes pour enfants, qui étaient occupées par les Allemands. Elle allait prendre des petites pièces et dessus, elle inscrivait des petites maximes, des petits morceaux de poésie allemande. Et puis, elle ramenait tout ça. Et les Allemands, en utilisant ça dans les machines à sous, ils voyaient apparaître des pièces avec des petites inscriptions, quoi. Bon, enfin, c'était un travail de fou, comme on dit, c'était un travail d'écureuil en cage, comme on disait, c'est l'écureuil qui n'en finit pas de s'activer comme ça. Il essaie d'activer comme ça pendant 4 ans, soutenu par Suzanne. Suzanne, elle, tout petit peu en retrait, parce qu'elle voyait bien à quoi ça risquait de mener. Donc, mais ce qui est quand même très, très touchant et intéressant, c'est qu'elle a essayé, dans cette activité-là, où elle mettait sa vie en jeu, ça c'était clair, elle le savait, elle mettait sa vie en jeu, elle craignait aussi de mettre la vie en jeu de Suzanne, et ça c'était pour elle un gros tourment. Parce qu'elle a entraîné Suzanne dans cette affaire, donc c'était un tourment pour elle. Enfin, ceci, Suzanne, c'était pas le genre à hésiter. Si elle prenait son choix, si elle faisait le choix, c'est que c'était le bon. Donc, et elle a été, ça a conduit finalement à l'arrestation. Et par chance, ils ont été préservés. Bon, parce qu'on était complètement à la fin de la guerre. Ils ont été arrêtés en juillet 1944. Donc vous imaginez, les Alliés avaient déjà débarqué sur les côtes normandes le 6 juin 1944. Donc on était complètement au bout de la guerre. Donc ils n'ont pas pris le risque d'exécuter, en plus de femmes, alors qu'ils savaient que la guerre était perdue, quoi. Bon, donc ça c'était clair. Mais bon... je ne sais plus s'il y avait encore des... Et ça, donc, c'est juste... la photo, c'est un autoportrait. C'est son premier autoportrait de la Libération. Elle vient d'être libérée de la prison de Jersey. Nous sommes le 8 mai 1945, car les Allemands n'ont pas voulu la lâcher avant la fin de la guerre officielle. Donc, elle sort et... Elle a une attitude de défi encore, une espèce de défi, de résistance, au sens fort du terme. On est vraiment dans la résistance. Très belle attitude. Hein. On sent quelqu'un qui, après des mois de prison, dans de mauvaises conditions, n'a pas cédé d'un pouce. Hein. Et elle tient dans ses dents, bien, l'aigle allemand que lui avait donné un officier anti-nazi qui était lui-même emprisonné et qui a été exécuté, lui. Il lui avait donné cet insigne peu de temps avant d'être tué. Questa sarebbe la conclusione, quindi la scommessa, è vinta, la libertà di fatto attraverso l'azione indiretta, quindi l'esercizio dell'intelligenza, dell'essere fuori dagli schemi, del valutare attraverso l'arte e attraverso il binomio arte-vita un'altra possibilità, un'alternativa, ecco. Quindi questa
fotografia rappresenterebbe un po' la conclusione sul pamphlet. Sì, abbiamo fatto veramente tardissimo perché c'era tantissimo da dire, però vorrei approfittare in caso qualcuno avesse una domanda per il professore, per Silvia Mazzucchelli. Abbiamo 5 minuti, però era abbastanza esaustivo, va bene così. Grazie mille, grazie professor Leperrier, Silvia Mazzucchelli, Lucia Biolchini, e vorrei approfittare per ringraziare anche Fabio Bozzato che ci ha introdotti a questa possibilità questa sera. Grazie a tutti, buona serata.